Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinar où nous allons parler d'omnicanalité dans le secteur du luxe. Je m'appelle Mehdi Fenjiro, je suis senior manager chez Converteo. J'ai rejoint Converteo il y a bientôt 9 ans et je m'occupe spécifiquement du secteur du luxe. Et je suis accompagné aujourd'hui de Léonore que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Léonore Lormont-Tarpin, donc je suis manager chez Converteo au sein d'une practice dédiée à la transformation de l'expérience client. J'ai passé plus de 9 ans dans le conseil, principalement sur des sujets de parcours client, digitaux d'abord, puis omnicano, et j'ai accompagné Mehdi sur cette étude des parcours omnicano dans le luxe. Parfait. Et ben, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais prendre un court instant pour vous présenter ou représenter peut-être pour certains Converteo. Converteo, nous, on a un cabinet de conseil indépendant fondé en 2007. On est aujourd'hui 450 consultants et experts à Paris, à New York, à Madrid et bientôt d'autres bureaux à l'étranger. Et notre mission, c'est d'aider nos clients à accélérer sur leur business via le digital et par la data. Et notre particularité, c'est notre positionnement. On a un positionnement hybride à double titre. D'une part, nous conduisons à la fois des missions ponctuelles en mode projet type audit, cadrage stratégique et feuille de route, mais aussi des missions de plus long terme en mode régie, à vos côtés, main dans la main avec vos équipes. Et d'autre part, nous avons tous chez Converteo une double casquette, métier et technologie, qui nous permet de faire le lien entre le digital, le marketing et la data, l'IT, et d'être pertinent. En tout cas, on fait de notre mieux pour l'être dans la vaste étendue des projets qui croisent ces expertises. Nous connaissons par ailleurs très bien le secteur du luxe et de la beauté. C'est même aujourd'hui le premier secteur d'activité chez Converteo. On a l'honneur d'accompagner, de compter parmi nos clients les quelques maisons que vous voyez affichées à l'écran sur des problématiques autour alors du e-commerce et de l'omnicanalité. On va s'en parler aujourd'hui, mais aussi sur des problématiques autour de parcours digitaux, de CRO, de médias, de CRM, de data, IA et de privacy. Ce qui nous a permis de développer avec le temps une lecture des enjeux et spécificités sectorielles assez nettes autour de ces sujets. Et nous connaissons aussi très bien le sujet de l'omnicanalité, qui est un sujet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années avec nos clients d'autres secteurs, et notamment des acteurs du retail et des telcos qui ont investi ce sujet il y a déjà quelques années, boosté par une certaine pandémie que personne n'aura oublié. Et on voit que ce sujet de l'omnicanalité, c'est devenu un véritable hot topic pour le secteur du luxe. Déjà en 2023, en 2024 et plus encore en 2025. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'y consacrer une étude complète qui prend la forme d'un baromètre de la maturité omnicanale dans le luxe d'une trentaine de pages. Cette étude, elle sort aujourd'hui, tout juste, et vous allez être les tout premiers à en connaître les conclusions. Donc pour ce webinaire, ce qu'on vous propose, c'est de vous partager une synthèse des enseignements clés tirés de cette large étude. Et on vous offrira aussi la possibilité de télécharger l'étude complète à la fin du webinaire. Vous en aurez la primeur, donc restez bien jusqu'au bout pour pouvoir accéder à l'étude complète. Sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, en commençant par les constats et les enjeux qu'on voit autour de ce sujet. En résumé, on pense chez Converteo que l'omnicanalité est devenue un impératif pour les maisons de luxe pour au moins trois raisons. La première raison, c'est que les parcours se sont beaucoup complexifiés, avec des parcours qui se sont d'abord globalement allongés, avec un nombre moyen de points de contact qui a doublé en 10 ans, et des parcours qui sont aussi devenus beaucoup moins linéaires qu'avant, avec plus d'allers-retours entre les différents canaux, et notamment le digital, le CSC et les boutiques. La deuxième raison pour laquelle on pense que c'est devenu un impératif, c'est que les clients sont devenus plus exigeants et on peut se mettre dedans. C'est vrai qu'on s'est tous habitués à un certain standard de fluidité entre canaux dans nos parcours d'achat, dans des secteurs plus mass market. Si vous avez récemment fait des achats chez Apple, Nike ou Decathlon, vous devez voir exactement de quoi je parle.
Et par ailleurs, on voit arriver aussi sur ce marché des nouveaux clients, des jeunes clients hautement stratégiques pour les maisons qui, étant, j'ose l'expression peut-être un peu galvaudée parfois, mais digital native, sont naturellement plus sensibles aux frictions qu'il peut y avoir entre le on et le off. Et la troisième raison, selon nous, c'est que le digital impose l'omnicanalité de fait. On sait qu'une majorité de clients préparent en ligne leur visite en boutique. Il n'est pas rare de voir entrer des clients en boutique avec des pages produits ouvertes sur leur mobile ou des paniers qui servent de wishlist pour pouvoir ensuite initier l'échange avec le client advisor en boutique. Dit autrement, les maisons ne peuvent pas éviter cette question de l'omnicanalité qui semble être devenue stratégique. Et en fait, cette question, c'est une question, mais c'est aussi un défi à relever pour les maisons. D'abord parce que malheureusement, les clients ne sont pas satisfaits, en tout cas pas tous. On a repris une stat du BCG qui avait conduit une étude il y a quelques mois et qui disait que moins de la moitié des clients luxe étaient satisfaits de leur expérience omnicanal. Et ce qui est intéressant, c'est que cette insatisfaction, elle est encore plus élevée chez la Gen Z. Donc, c'était le segment de clients que j'évoquais juste avant. Euh, on va dire que l'étude confirme un peu l'intuition. Et c'est un défi aussi parce que le secteur doit encore trouver son propre modèle pour répondre à ces attentes. On pourrait être tenté de regarder ce qui se passe chez des acteurs plus matures du retail et de, on va dire, copier-coller les mêmes recettes, mais la réalité, c'est que c'est souvent une fausse bonne idée parce que, on le sait, les enjeux du retail ne se superposent pas strictement avec ceux du luxe. De son côté, le retail est très orienté transaction, là où le luxe va davantage valoriser la relation. Le retail va privilégier l'accessibilité et l'instantanéité, là où le luxe, lui, va privilégier l'exclusivité et la rareté. Le retail cherche à maximiser ses ventes en ligne pour augmenter ses marges, là où le luxe consacre aujourd'hui encore ses boutiques comme l'épicentre de l'expérience client. Et évidemment, le retail fait la course à l'innovation pour se démarquer, tandis que le luxe innove, c'est vrai, mais préserve aussi et valorise aussi son héritage. Et donc, face à ce double défi, des attentes clients qui sont en hausse, un modèle à inventer, on pourrait se demander par où commencer. Comment construire une stratégie omnicanal qui réponde vraiment aux spécificités du luxe sans tomber dans le mimétisme du retail. Et chez Converteo, on structure cette réflexion autour de 4 piliers clés qui permettent d'ancrer l'omnicanalité dans une vision stratégique, cohérente, activable. Je vais laisser Léonore vous en dire plus. Merci Mehdi. Donc effectivement, chez Converteo, on travaille la stratégie omnicanal de nos clients autour de 4 piliers principaux. Alors le premier, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le plus évident, ce sont les parcours. Les parcours, c'est ce que les clients, les prospects perçoivent et expérimentent de leur relation à la marque, à la maison de luxe. C'est l'aboutissement de la stratégie omnicanal. Ils doivent à la fois répondre à une stratégie d'entreprise qui peut souhaiter privilégier certains canaux plutôt que d'autres à certains moments du parcours de vie client. Par contre, peu importe cette stratégie, ces parcours doivent toujours assurer aux clients, aux prospects, un niveau suffisant de fluidité, de personnalisation et de plus en plus de reconnaissance sur les différents canaux entre les différentes étapes. Le deuxième pilier extrêmement important également pour mener à bien le déploiement d'une stratégie omnicanal, c'est le pilotage. Sans pilotage, ça c'est un classique, pas de visibilité sur la participation réelle des canaux aux différents objectifs de l'entreprise et aux objectifs de la stratégie omnicanal, pas de visibilité sur la contribution. Et c'est difficile du coup de piloter et de profiter des synergies entre canaux si on n'a pas le pilotage de la performance omnicanal adéquat. Ensuite, les deux derniers piliers sont des enablers, l'organisation et l'infrastructure tech. Alors l'organisation, évidemment, en fait, on est sur des sujets fondamentalement transverses qui décilotent les entreprises. Donc, évidemment que la question de l'organisation est centrale. Quelle est la gouvernance à mettre en place pour permettre de déployer une stratégie entre canaux, quelle est la communication entre les différentes équipes impliquées, le retail, le digital, la supply, etc. Donc, ça impose des challenges organisationnels.
Côté infrastructure, je l'ai déjà dit, on est sur des sujets transverses, donc toutes les briques peuvent être impactées et selon le legacy en place, on peut avoir plus ou moins de freins potentiels au déploiement de cette stratégie omnicanal. Donc je parle de briques, on parle aussi bien d'impact sur les outils CRM, les systèmes POS, les solutions de paiement, etc. Tous peuvent avoir un impact sur les possibilités d'ouverture, faire tomber les frontières entre les canaux et fluidifier les parcours omnicanaux. Aujourd'hui, donc Mehdi vous l'a déjà dit, on va se focaliser sur le premier pilier, puisque notre étude, donc ce baromètre omnicanal, se concentre sur les parcours. Et maintenant qu'on a posé voilà ce cadre, on va rentrer un peu plus dans le détail de notre méthodologie. Donc, un peu plus d'informations sur le périmètre de l'étude et la méthodologie que nous avons appliquée. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne le périmètre, on est sur 10 maisons de luxe qu'on a sélectionnées pour constituer un panel représentatif du secteur du luxe en France. Donc, on est uniquement sur la France. On a sélectionné des acteurs très représentatifs sur différents univers, donc mode, maroquinerie, joaillerie, horlogerie, etc. Pour avoir voilà cet échantillon représentatif. On a aussi sélectionné des maisons qui se caractérisent par des réseaux de magasins en propre relativement importants, qui peuvent donc se permettre de proposer des expériences multicanales, omnicanales à leurs prospects et à leurs clients. Donc je vous laisse découvrir les 10 maisons qu'on a sélectionnées sur ce slide. Et ensuite, on a croisé avec 10 fonctionnalités parcours essentiels pour offrir une expérience omnicanale aux prospects et aux clients, qui sont réparties sur l'intégralité du cycle de vie client. Donc à la fois des fonctionnalités caractéristiques de la phase de préparation de l'achat, pré-achat, de l'achat et du post-achat. Donc ces fonctionnalités, elles ont aussi été sélectionnées pour être adaptées aux challenges et aux enjeux spécifiques du secteur du luxe. Je pense par exemple à la prise de rendez-vous et la e-réservation. Ce sont des fonctionnalités qui sont peu présentes dans le secteur du retail traditionnel, mais qu'on retrouve beaucoup dans le secteur du luxe, qui doit offrir voilà, ces fonctionnalités potentiellement plus exclusives à leurs clients. Donc, je l'ai déjà dit, on est sur un périmètre France et on a croisé, en fait, pour toutes ces 10 maisons et 10 fonctionnalités, on a constitué une grille d'analyse qu'on a déployée donc, sur différentes méthodes de collecte. On a procédé avec un système donc de mystery shopper. On a procédé donc en conditions réelles à des analyses de tous ces parcours-là, d'abord en ligne avec différents mystery shoppers qui ont mené qui ont utilisé toutes ces fonctionnalités. On a complété ces recherches avec des recherches en ligne et enfin on a passé un certain nombre d'appels au call center et via chat pour enrichir notre compréhension des différents parcours et notamment les fonctionnalités post-achat, puisque donc la notation se limite à la partie visible des parcours directement en ligne et aux informations fournies par les services clients. On n'a pas mené d'achat pour faire cette étude. Donc, toutes ces méthodes de collecte nous ont permis de constituer un score qu'on peut diviser sur deux axes. On a une partie de la notation qui est une notation quantitative qui permet d'évaluer la couverture fonctionnelle, donc le nombre de fonctionnalités qui sont déployées par chacune des maisons. Où est-ce qu'elles sont déployées? Est-ce qu'on est plutôt sur le pré-achat, l'achat, le post-achat, comment elles se répartissent? Et le deuxième axe, c'est un axe qualitatif. Donc, quelle est la qualité d'exécution des différentes fonctionnalités que chacune des maisons a choisi de déployer? Est-ce qu'elles répondent correctement à une certaine liste de critères qu'on a constitués et qu'on a divisés en deux catégories, des critères basiques qui représentent 70% de la notation et des critères avancés qui représentent 30% de la notation. Donc, c'est des critères objectifs avec vraiment une liste de questions fermées pour évaluer à la fois la disponibilité et la qualité des différentes fonctionnalités.
Ce que cette grille nous a permis, nous a donc donné, c'est des notations de maturité omnicanal par fonctionnalité, par maison, mais aussi surtout dans toute cette recherche, on a collecté des bonnes pratiques, des standards du marché, des bonnes pratiques sectorielles et aussi des pistes de développement, des innovations clés qui sont toutes illustrées dans le baromètre complet. Donc, pour vous donner en illustration, là, c'est l'exemple de Google My Business, donc une fonctionnalité essentielle pour rediriger les prospects et les clients vers vos différentes boutiques. Donc là, on voit effectivement la différente répartition entre les critères basiques et les critères avancés. Et comme je vous le disais, on a une notation constituée à 70% des critères basiques et à 30% des critères avancés, qui nous donne une note sur 10, dont vous verrez le détail tout de suite. Peut-être pour vous dire comment on a travaillé avant de vous partager la synthèse des résultats. On a structuré notre analyse en 2 temps. D'abord, on est allé regarder très concrètement quelles fonctionnalités omnicanal étaient déployées et comment elles étaient exécutées par les 10 maisons que nous avons étudiées. Léonore va vous partager nos conclusions sur ce volet fonctionnel. Et je vous en dirai un peu plus quant à moi sur ce que ça révèle en creux des stratégies de chaque maison. Je vous tease un peu, vous le verrez, les différences qu'on observe ne traduisent pas nécessairement des retards, mais sont peut-être plutôt des choix stratégiques assumés, mais je vous en dis un peu plus dans quelques instants. Donc, je reprends la main effectivement sur la partie analyse fonctionnelle sans plus tarder. Donc, ce qu'on constate déjà globalement, c'est qu'on est sur le secteur du luxe sur une couverture fonctionnelle qui est relativement riche, avec beaucoup de fonctionnalités déployées et relativement bien réparties sur l'intégralité du parcours de vie client. On a par contre voilà, une colonne vertébrale qui émerge d'un côté, mais des fonctionnalités qui pourraient être très différenciantes, qui semblent encore sous-exploitées. Je reviendrai sur le détail des différentes fonctionnalités, mais donc voilà cette opposition qui émerge déjà entre une colonne vertébrale, un tronc commun bien maîtrisé et des fonctionnalités encore de niche, encore peu présentes. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour le secteur du luxe, c'est de dépasser les standards omnicanaux, trouver un équilibre entre accessibilité et exclusivité pour rester aligné avec les enjeux de l'univers du luxe, mais quand même utiliser les fonctionnalités, les opportunités du digital pour ouvrir l'expérience boutique en ligne, la prolonger avec potentiellement des nouvelles fonctionnalités. Donc, un peu plus de détails, je vous parlais d'une colonne vertébrale. Donc, cette colonne vertébrale, elle est constituée notamment des fonctionnalités de pré-achat, donc tout ce qui est préparation de la visite en boutique, avec Google My Business, le Store Locator, la gestion les infos sur les stocks et la prise de rendez-vous. Donc, comme vous voyez, on a la plupart des maisons qui déploient toutes ces fonctionnalités là. À l'inverse, sur l'autre bout, on a des fonctionnalités moins réservation et l'app client, où là, pourtant, elles ont un fort potentiel de différenciation, mais elles restent encore étonnamment sous-exploitées, plus confidentielles, puisque seulement 50% des maisons les déploient aujourd'hui. Alors que sur d'autres briques, ou le click and collect ou le service client omnicanal sont aussi des fonctionnalités présentes chez tous. Mais on voit que sur la réservation et l'app, voilà, c'est encore très clivé entre les maisons qui les déploient et les maisons qui ne les déploient pas. Je passe maintenant à la qualité d'exécution. On est sur une exécution inégale. On remarque notamment des différenciations entre la maîtrise des critères basiques et la maîtrise des critères avancés. On a une note moyenne de presque 7, 6,8 sur les critères basiques versus 5 sur les critères avancés. Par contre, ce qu'on constate surtout, c'est qu'on a sur certaines fonctionnalités qui sont des classiques, comme Google My Business par exemple, encore une forte marge de progrès sur les critères basiques. Donc des fonctionnalités sur lesquelles les maisons font le choix de miser, qui sont déployées, mais qui présentent encore des
des critères fondamentaux qui ne sont pas remplis à 100% à notre sens. Côté innovation, l'innovation est plus en retrait. On verra dans le détail des notes, mais on a certaines maisons qui se démarquent avec un travail d'innovation poussé versus d'autres qui font plus l'effort de se concentrer sur les fondamentaux, moins sur l'innovation. Ça peut être tout à fait compréhensible et aligné avec des choix stratégiques. Mais globalement, on voit que voilà, sur l'innovation, on a un peu moins de qualité d'exécution, on va moins loin sur les critères avancés. C'est probablement dû en grande partie à des freins organisationnels et technologiques. Et une fois levés, ils devraient permettre d'atteindre l'excellence, en tout cas sur toute la partie critères fondamentaux. Et puis ensuite, potentiellement, avancer sur des critères avancés pour mieux se différencier. Donc, si je prends le détail, effectivement, ce qu'on remarque sur Google My Business, par exemple, on est sur une note moyenne du secteur à 5,7 versus une qualité moyenne de 6,3. Donc, on est en dessous, alors que Google My Business, c'est une fonctionnalité classique, extrêmement ancienne sur le secteur, avec beaucoup de possibilités de paramétrage avancé pour apporter le plus d'informations possible aux clients. Et pourtant, on voit encore une grosse marge de progrès, notamment côté critères basiques. Sur les retours omnicanaux, ce qu'on constate, effectivement, c'est probablement lié à un sujet organisationnel, puisqu'il y a une collaboration des équipes retail, supply, digital, donc un vrai sujet d'orga, un sujet aussi d'outils, puisque ça fait appel à différents systèmes d'infos potentiellement fragmentés. Mais ce qu'on constate, c'est que la plupart des maisons le proposent, mais le proposent non officiellement, le proposent en shadow, avec un process qui n'est pas formalisé et qui n'est donc pas communiqué aux clients, puisque les équipes ne travaillent pas, il n'y a pas encore directement ensemble, ou en tout cas, il n'y a pas de process établi, alors que dans les faits, la plupart des maisons le proposent à leurs clients. Donc, on comprend évidemment que c'est pas encore communiqué aux clients, puisque c'est encore un process compliqué à gérer, qui n'est pas encore, il n'y a pas encore de process ad hoc et c'est encore très manuel. Donc, la communication client et la mise en visibilité doit venir dans un deuxième temps. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a sans doute un besoin de clarification de ce process qui pourtant est déjà proposé dans la plupart des maisons. Sur l'app client Omni, à date, on voit encore certaines maisons le font et le font de manière très poussée, mais elles sont encore rares, les maisons qui proposent beaucoup de contenu personnalisé, engageant, pour utiliser en fait ce levier qui est l'app pour faire vivre une relation client plus engageante, plus immersive, plus personnalisée. Et on a plusieurs maisons qui proposent cette fonctionnalité, ce nouveau canal, mais avec encore des développements potentiels pour enrichir l'offre sur cette fonctionnalité-là. Je vous le disais déjà, ce qu'on remarque, donc c'est un décalage entre les notes moyennes sur les critères fondamentaux basiques et les notes moyennes sur les critères avancés, ce qui est logique. On se rend compte aussi que le classement diffère sur les deux types de critères, avec des acteurs qui se démarquent sur les deux, mais voilà, certains acteurs qui privilégient l'accomplissement des fondamentaux versus l'innovation. Et voilà, on voit encore de la marge de développement possible, et notamment sur les critères basiques. En conclusion de cette analyse fonctionnelle, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que pour nous, c'est la qualité qui doit primer sur la quantité. À partir du moment où une maison fait le choix de déployer une fonctionnalité, un parcours omnicanal, elle devrait viser l'excellence sur cette fonctionnalité, ce parcours,
à minima sur ce qu'on considère être les fondamentaux de la fonctionnalité. Donc, quelques exemples sur Google My Business, par exemple, 2 maisons sur 10 seulement ont répondu régulièrement aux avis et aux questions au cours des derniers mois. On a testé à chaque fois plus d'une quinzaine de boutiques et on constate encore que pourtant c'est un levier de relation client important, un levier qui instaure la confiance avec la marque. Et on voit encore peu de maisons qui travaillent cet axe-là. Un autre exemple sur Google My Business, on a 4 maisons qui ont fait le choix de détailler les horaires lors des jours fériés. Ça peut être anecdotique, mais c'est une information intéressante pour des clients qui peuvent se déplacer de loin, par exemple. Sur la prise de rendez-vous, donc on est sur une fonctionnalité majeure qui permet de rediriger en boutique. Ça répond vraiment à des attentes clients de pouvoir organiser leur visite. Ça peut répondre aussi à des enjeux importants pour l'entreprise. Pour les boutiques, ça permet de préparer la visite, de construire un rendez-vous personnalisé, de personnaliser le rendez-vous, les contenus, potentiellement le conseiller qui va répondre au rendez-vous, etc. Et on voit que 4 maisons sur 10 mettent en avant le prochain créneau de disponibilité. La plupart ne le proposent pas. On a aussi 3 maisons, par exemple, qui proposent d'autres formats de rendez-vous, comme le rendez-vous visio ou téléphonique. Enfin, sur la dernière fonctionnalité, le retour omnicanal, on a une maison qui propose un suivi du statut du retour boutique via une fonctionnalité de l'espace client digital. Ça, c'est une fonctionnalité qui peut être très intéressante puisque dans le secteur du luxe, on voit qu'on a souvent des process de remboursement qui sont un peu rallongés, probablement liés au processus antifraude spécifique au secteur. Mais du coup, on a effectivement peu de suivi proposé aux clients et ça peut être un axe intéressant d'enrichissement de ce parcours-là. Vous retrouverez toutes les fonctionnalités détaillées et les bonnes pratiques et pistes de développement dans le baromètre complet. Donc, chacune a une fiche détaillée avec des illustrations des bonnes pratiques qu'on a observées sur le secteur. Et je laisse maintenant Mehdi vous présenter la synthèse de la maturité omnicanal et les différentes stratégies qui peuvent expliquer ces différences de maturité. Merci beaucoup, Léonore. Hop, je reviens là. Donc, effectivement, on va passer au volet stratégique de l'étude. Donc, vous vous souvenez, nous avons évalué 10 fonctionnalités omnicanal offertes par 10 maisons selon 2 axes, la couverture fonctionnelle et la qualité d'exécution des fonctionnalités effectivement déployées. Et comme on parle de stratégie, nous avons fait ce que tout cabinet de conseil se doit de faire, projeter les 10 acteurs sur une matrice à 2 axes pour révéler, ou en tout cas essayer de révéler, des logiques de positionnement. Et la magie a opéré, puisque nous avons effectivement identifié 4 positionnements assez distincts sur cette matrice à 2 axes. Alors, un commentaire de lecture, plus un acteur est positionné à droite et plus il a déployé de fonctionnalités. Et plus il est en haut, et plus les fonctionnalités qu'il a déployées sont bien exécutées selon notre grille d'évaluation. Et en coupant ces 2 axes par les moyennes sectorielles, on distingue 4 cadrans avec le groupe en haut à droite, qu'on a appelé le groupe des pionniers, qui affiche une couverture fonctionnelle large et des fonctionnalités qui sont assez bien développées. Alors, tout est relatif. On se parle là d'une qualité d'exécution supérieure à la moyenne dans ce pool de 10 acteurs étudiés. En dessous de ce groupe, on a le groupe des explorateurs, qui sont des acteurs qui ont aussi on va dire une couverture fonctionnelle large, mais qui ont un niveau d'exécution qui est plus inégal, moins abouti, que celui des pionniers. À l'opposé, on retrouve les sélectifs en haut à gauche, qui en font moins, mais qui globalement font mieux que la moyenne. Et enfin, tout en bas, à gauche, on a, ce qu'on a appelé les conservateurs, qui sont nettement plus en retrait sur, l'omnicanalité, tant, en quantité, qu'en niveau d'exécution sur, les fonctionnalités, proposées. Et là, on regarde ce graphe et on se dit à chaud, en tout cas, on pourrait être tenté de se dire à chaud, que l'objectif, c'est de tendre vers, le cadran tout en haut à droite. Et c'est là que, selon nous, ça devient intéressant de croiser, ces profils omnicanaux qui émergent avec, l'ADN stratégique, propre à chaque maison pour voir s'il y a, un schéma qui se dégage. Et la réponse est oui, il y a un schéma qui se dégage. Si on prend le pool des pionniers,
on voit qu'ils affichent une omnicanalité qui est plutôt ambitieuse, plutôt innovante et en fait, bah, on se rend compte que c'est assez cohérent avec, leur, ADN, d'avant-garde, d'innovation continue et ce sont aussi des maisons qui font beaucoup de place, au digital et aux, nouvelles technologies. Si on prend, les explorateurs, on comprend qu'ils sont en expansion, sur le sujet et c'est aussi cohérent avec leur posture qui rallie, on va dire expérimentation digitale et un certain niveau de, on va dire, de réserve ou d'exigence, stylistique, qui font qu'ils ne sont pas peut-être pas, si vous me passez l'expression, autant all-in que les pionniers. Si on regarde les sélectifs, eux, ils sont dans une démarche omnicanal qui est, peut-être un peu moins voyante, et un peu plus pointilleuse et là encore, on trouve que c'est très cohérent avec, leur ADN d'exclusivité, de relations personnalisées qui est très centré, sur les boutiques et enfin, évidemment, les conservateurs, eux, ils affichent une stratégie omnicanal beaucoup plus prudente, beaucoup plus, minimaliste et là encore, on trouve que c'est très cohérent avec, bah, des maisons qui, on le sait, ont un ADN très, traditionnel, patrimonial, et qui, sont de base, on le sait, un peu plus, on va pas dire en retard, mais réfractaires, au digital ou au tout digital. Donc on voit ici que, finalement, l'omnicanalité, elle est globalement déployée de façon assez cohérente avec, ce que sont, les maisons et ce qu'on peut commencer à dire, c'est que, bah, plus qu'une tactique fonctionnelle, l'omnicanalité, elle est au service d'un positionnement stratégique de marque avec, des maisons qui se rendent finalement, plus ou moins accessibles, ou, plus ou moins tournées, vers, le futur. Et donc à la question, tout doit-il être, omnicanal? Bah, la réponse, finalement, c'est, ça dépend. Je le disais en introduction, il y a des attentes clients qui sont non satisfaites, c'est vrai. Mais il faut aussi revenir à l'essence même, de ce qu'est le luxe, de ce qui fait la singularité de ce secteur. C'est probablement le seul secteur qui, alors, écoute ses clients, évidemment, mais qui ne leur donne pas, systématiquement, raison. Et donc sur ce sujet, comme sur les autres, la clé pour les maisons, c'est surtout et avant tout d'aligner leurs initiatives avec ceux qui font leur essence, quitte à imposer, des visions, peut-être, un peu singulières ou voire un peu contre-intuitives, mais qui, contribuent, à renforcer leur désirabilité, in fine. Et d'ailleurs sur une note, beaucoup plus pragmatique, on voit bien à travers ces positionnements de maturité que l'omnicanalité n'est pas une condition, indispensable au succès, économique. On citera personne, mais on a vu que certains acteurs jugés, peu matures, sur l'omnicanalité, explosent en ce moment, d'un point de vue, business. Là où d'autres acteurs, qui sont plus avancés, sur l'omnicanalité affichent, des performances, un peu plus, contrastées. Donc, pour conclure, sur cette étude et sur tout ce qu'on vient de se dire, vous pouvez repartir avec 4 grands, insights. Le premier, c'est que le luxe, ne peut ni probablement ne doit pas, calquer, le retail, parce que ses enjeux et ses codes, sont différents. L'exécution, on l'a dit, prime, sur, l'étendue fonctionnelle. On est convaincu qu'il vaut mieux en faire moins, mais mieux. Les écarts, de maturité, on le pense, reflètent, des choix, stratégiques, assumés. On pense que c'est pas nécessairement des retards. Et enfin, l'omnicanalité, on est convaincu que ça reste un moyen, c'est pas une fin en soi, et qu'il ne s'agit pas, d'en faire, plus, mais plutôt, de faire, ce qui est juste par rapport à, qui on est et ce qui fait, l'essence, de notre marque, de notre maison. Et pour terminer, peut-être plus en guise d'ouverture, Léonore mentionnait, dans les piliers, nous on a beaucoup focalisé sur les parcours, mais on mentionnait le sujet de la mesure de la performance. Ça nous a semblé quand même important, de parler de cette question de la mesure. On imagine que vous vous posez des questions, à ce sujet, parce que quoi que les maisons en fassent, l'omnicanalité reste un sujet stratégique et toute bonne stratégie est une stratégie évidemment qu'on pilote, donc il faut mesurer. Et c'est précisément, là que se situe un des plus gros angles morts, du secteur, à savoir comment mesurer la valeur créée par les parcours omnicanaux. Dit autrement, comment, mesurer concrètement, la contribution, du digital, aux ventes, en boutique? La réalité, c'est que, l'effet repos, il est très fort, dans le luxe, mais qu'il est aujourd'hui encore assez mal mesuré, avec des organisations qui pilotent leur activité, on le remarque souvent, en silo.
Si on prend un exemple très concret, prenons le cas d'un client qui ajoute, des produits à son panier en ligne pour faire, comme je le disais en introduction, sa wishlist avant d'aller en boutique. En fait, si on se place, du point de vue, des équipes, e-commerce, bah, tout ce qu'on y verra, c'est un abandon de panier. Parce que, bah, j'ai mis mes produits au panier à la wishlist, j'ai probablement été acheté en magasin. La vente ne s'est pas conclue par une conversion en ligne, donc on se dit abandon de panier, donc on se dit, mauvaise performance. Alors qu'en fait, c'est un signal d'engagement qui est hyper fort, de d'ajouter, ses produits à son panier pour aller après échanger, avec les client advisors, en boutique. Et de l'autre côté du miroir, côté boutique, la vente, elle sera réalisée, mais personne ne sera en mesure de relier cette vente avec, une interaction digitale et donc ne peut pas savoir dans quelle mesure est-ce que, le digital a contribué, à ce que cette, transaction se fasse, in fine. Donc tout l'enjeu, c'est de réconcilier ces 2 visions, pour passer à une lecture, omnicanal et de répondre, pour pouvoir répondre à des questions comme: quel est le poids du digital, dans les ventes physiques? Ou encore, quels parcours, omnicanaux contribuent réellement, à la performance? Et pour y parvenir, nous chez Converteo, on voit le sujet, on voit l'approche en 3 étapes. La première, c'est, la réconciliation des données on et off. L'idée, c'est de pouvoir réconcilier les données online et offline, de façon déterministe, en trouvant des clés de réconciliation, pour pouvoir, reconstituer des échantillons de parcours complets. Donc la clé de réconciliation, ça peut être, un ID client, un ID, analytics, qu'on arrive à rattacher avec une personne identifiable, un email haché. Il y a différentes techniques qui existent, mais tout l'enjeu, c'est d'arriver à reconstituer ces parcours. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'extrapolation parce que, une chose est à peu près certaine, c'est que si on arrive à se reconstituer un échantillon de parcours, on ne pourra pas reconstituer de façon déterministe l'ensemble des parcours, bout en bout, hem, qui, hem, qui sont faits par les clients. Et donc l'idée, c'est de cette deuxième étape, c'est d'extrapoler, cet échantillon qu'on aura constitué à l'ensemble de la base grâce, alors il y a plusieurs leviers pour pouvoir, faire cette extrapolation. On peut le faire avec, des hypothèses métiers. Par exemple, définir avec, les équipes, en boutique, un taux de conversion en boutique, moyen, après une prise de rendez-vous. Ça peut se faire, via des tests d'incrémentalité, en faisant des tests par zone, par exemple, en se disant: «J'active telle fonctionnalité sur telle zone et je me garde des zones test, des zones contrôle» pour pouvoir, voir, s'il y a un uplift, et se servir de ça pour pouvoir l'appliquer, à l'ensemble de la base à partir de notre échantillon. Ça peut aussi se faire, avec de la modélisation sur des données tierces. Ça peut être des données mobiles, ça peut être des beacons qu'on met en magasin et le tout pour pouvoir, affiner, les estimations de passage en boutique, après une interaction, digitale. Et la troisième étape, qu'on voit, c'est, le déploiement d'un cockpit de pilotage, mais d'un cockpit de pilotage qui soit surtout partagé, pour pouvoir, objectiver, l'impact omnicanal au sein, des différentes directions avec, à la fois une lecture macro, typiquement quel est le pourcentage de mes ventes qui sont influencées aujourd'hui par le digital, mais aussi avec une lecture plus micro, typiquement quel est le pourcentage de CA qui est généré, via ce parcours, en particulier. Et il s'agit, selon nous plus, que d'un sujet de mesure, on pense que s'embarquer là-dedans, c'est aussi un levier de transformation, organisationnelle. Parce que, bah, ça appelle, nécessairement une convergence des équipes qui ne travaillent, peut-être pas aujourd'hui, ensemble ou en tout cas pas tout le temps, et des outils. On en parlait aussi un peu plus tôt dans la présentation, vers, une même vision, unifiée, de la performance. Voilà, je vous en dis pas plus sur ce sujet de mesure parce que c'était plus en guise, d'ouverture, mais c'est évidemment, après, les parcours, le sujet, important, selon nous, à adresser. Je vous le disais aussi en introduction, ce baromètre, il est disponible dès maintenant, en téléchargement. Donc c'est un baromètre d'une trentaine de pages, que vous pouvez, télécharger, si vous souhaitez, scanner le QR code, qui est affiché à l'écran, vous aurez un accès direct, vers la page, où vous pourrez le télécharger sur notre site. On pourra également vous l'envoyer, par email après ce webinar. Donc n'hésitez pas, à le lire, n'hésitez pas, ce que vous y trouverez, en plus de ce qu'on a vu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'était vraiment les enseignements macro, vous y trouverez des éléments plus détaillés et notamment sur, les parcours. On a fait un travail on va dire de fiche d'identité pour chacun des parcours, avec,
les pratiques courantes, les pistes de développement prioritaires et des exemples de parcours, des exemples de parcours qui nous ont semblé assez innovants ou assez marquants parmi parmi tous les acteurs que nous avons identifiés. Donc n'hésitez pas à le télécharger et à le lire. Et puis évidemment, n'hésitez pas à nous recontacter si vous souhaitez prolonger cette discussion. On serait ravis de le faire, que ce soit pour explorer vos propres parcours, vos propres points de friction, ou même discuter ensemble de vos intuitions stratégiques sur ces sujets. Voilà, on arrive au bout de cet échange. Ce qu'on vous propose, c'est de répondre maintenant aux quelques questions. Alors, j'ai déjà répondu à une première question qui concernait Dior, donc c'était bien Dior Couture que nous avons étudié, parce que les problématiques d'homme sont un peu différentes pour Parfum, qui est une entité qui est plus distribuée. Alors je prends du coup les autres questions. On a une question de Benoît qui nous dit: «Avez-vous des insights à partager sur la couverture du ship from store et de l'order in store?» Alors le ship from store pour nous c'est l'Endless Aisle, mais Léonore, je te laisse peut-être, Oui. Oui, alors dire un mot. effectivement, on n'a pas testé les deux fonctionnalités, Ship from Store et Order in Store de manière spécifique. Nous, ce qu'on a analysé, c'est l'Endless Aisle, donc effectivement, la capacité d'ouvrir les stocks boutiques à d'autres boutiques et aux stocks digitaux. Donc, ce qui répond, je pense, aux fonctionnalités dont vous parlez. Et on est sur une couverture fonctionnelle de 8 maisons sur 10, avec une note moyenne. Donc, sur l'Endless Line, une note moyenne sur les fondamentaux à 8 et sur les avancées alors assez faible à 3,8, ce qui nous fait un total d'une qualité d'exécution moyenne à 6,7 sur cette fonctionnalité. Et là, on sait qu'on est typiquement sur une fonctionnalité où, on en parlait plus tôt, la question se pose de l'organisation et des enablers technologiques. On sait que c'est un sujet qui est ultra complexe, parce qu'il y a le parcours en front qui est, je vais peut-être un peu schématiser, mais qui est pas si difficile que ça, à mettre en œuvre sur les touchpoints digitaux. Mais par contre, ce que ça a comme implication logistique, de pouvoir accéder à différents stocks, mutualiser le tout dans un secteur où la question de la rareté est une question hautement stratégique et qui est pilotée finement. Évidemment, on sait que ça génère une très grande complexité. On sait que c'est un attendu, mais là, on va dire que c'est un sujet à travailler plutôt en back pour les différentes maisons. Mais vu les notations, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est une fonctionnalité qui est quand même très, très déployée aujourd'hui, qui est bien déployée sur les fondamentaux. Donc, quand elle est mise en place, les fondamentaux sont bien couverts avec une note moyenne à 8. Par contre, on a voilà, des paramétrages, des possibilités avancées qui sont encore peu exploitées, comme la livraison programmée, le suivi de la commande en temps réel, des emballages, des options d'emballage, emballage cadeau, emballage écologique, etc., qui sont plus limités que sur les commandes e-commerce traditionnelles. Par contre, effectivement, sur les critères fondamentaux de déploiement de cette fonctionnalité, on est relativement déjà sur une qualité d'exécution bonne. Alors, on a une deuxième question. Avez-vous observé des différences significatives dans l'approche omnicanal selon les types de produits, donc d'univers proposés par les maisons? Effectivement, ce qu'on remarque surtout, c'est des différences stratégiques. On est sur des parcours différents, des positionnements différents selon les univers. Donc, il y a des univers qui se prêtent plus ou moins à la vente e-commerce versus à la vente boutique. Donc, on va pouvoir voir des différences de choix, d'efforts mis plutôt sur le préachat ou l'achat. Ça va être la grande différence. Donc, par exemple, joaillerie, horlogerie, où on va plutôt être sur un effort sur la préparation de la venue en boutique, puisqu'il y a quand même relativement peu de ventes à distance comparé à d'autres univers. Mehdi, est-ce que tu veux... Non, c'est ça. Je pense que la question du core business des maisons, c'est vraiment un peu le facteur clé.
Effectivement, acheter un bijou de haute joaillerie en ligne, c'est pas forcément une pratique très courante. Donc, tout l'enjeu, c'est de rediriger faire découvrir les produits et la marque et rediriger du trafic en magasin, là où sur mode maroquinerie, typiquement, le click and collect sera une fonctionnalité qui sera plus naturelle et sur lesquelles les maisons, on le remarque, ont investi plus naturellement. Je vois qu'on a une autre question. Merci Ninon pour la première question et pour la deuxième aussi. Quelles sont, selon votre analyse, les prochaines innovations omnicanal les plus probables dans le secteur du luxe? Alors je vais prendre et Léonore, je te laisserai peut-être compléter. Alors, j'aimerais vous dire que le futur de l'omnicanalité, c'est la VR et plein de choses très innovantes dont on entend parler et qui sont de très belles technologies. Euh, Moi, ma conviction profonde, c'est quand même que l'innovation, elle se fera peut-être plus en bac, et je pense notamment sur la capacité que vont avoir les maisons à reconnaître sur tous les touchpoints leurs clients de façon fluide, uniforme, et de pouvoir faire levier sur toutes ces informations et toutes ces connaissances qu'elles développent autour de leurs clients pour mieux personnaliser les interactions, qu'elles soient en ligne ou qu'elles soient en magasin. Et donc là, c'est les enjeux de transformation que j'évoquais un peu auparavant, à savoir de collaboration en interne, de gouvernance et de réconciliation technologique aussi, puisque quand on parle par exemple, de reconnaître des clients sur tous les touchpoints, il y a des questions aussi de fragmentation, de systèmes d'information qui peuvent constituer des freins. Et donc, je pense que l'innovation omnicanal, ce sera finalement la capacité à scaler ce qui se faisait déjà très bien hors ligne avec des interactions humaines hyper personnalisées et hyper interactives, la capacité à l'étendre à plus de canaux. Et donc, pour ça, travailler et se renforcer sur ce qui se voit pas forcément en front par le client, mais qu'il ressent in fine dans la façon dont on le traite et et dont on le considère. Oui, tout à fait aligné avec Mehdi. Effectivement, la capacité à personnaliser, avoir les outils en bac, avoir les données et la bonne activation des données disponibles tout au long du parcours et sur les différents canaux, ce sera peut-être ça l'innovation. Je rajouterais peut-être quand même, et Mehdi a déjà un peu parlé sur le sujet de la diversification des canaux. Aujourd'hui, on a quand même encore un éventail de canaux possibles qui s'étend avec déjà beaucoup de choses qui sont faites, mais on voit encore une accélération, notamment côté réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux sont déjà intégrés dans les relations clients, dans les parcours clients, notamment dans le secteur du luxe. Mais aujourd'hui, avec le développement du social commerce, avec par exemple récemment le lancement de TikTok Shop en France, on pourrait avoir de nouveaux canaux qui s'ouvrent et toutes les fonctionnalités et parcours potentiels associés à ces nouveaux univers. Alors, on a une question sur les stratégies d'encouragement de la conversion cross-canal. Là, pas de miracle. On est évidemment, les incontournables pour pousser à la conversion en cross-canal. On va être sur toutes les fonctionnalités de préparation de l'achat, e-réservation, prise de rendez-vous, click and collect. On considère que c'est vraiment un levier important pour les maisons, mais au sein des maisons aussi pour les boutiques, de mieux faire levier sur toutes ces parcours et ces fonctionnalités-là, parce qu'elles permettent de collecter de l'information, de préparer la venue du client en boutique, d'équiper les conseillers en boutique pour qu'ils puissent mieux personnaliser le contact avec le client. Mehdi l'a déjà dit, la donnée est clé pour enrichir cette relation client. Et donc, effectivement, pour booster les conversions cross-canal, on est plutôt sur le sens digital vers boutique et la bonne utilisation de toutes les données qu'on peut collecter sur les parcours
préparation, notamment préparation de l'achat, pour faire des moments d'expérience en boutique plus enrichis. Et on pourrait imaginer, par exemple, sur le click and collect, avoir, comme vous pouvez avoir des cérémonies de vente, avoir des cérémonies de retrait tout aussi élaborées et qui fassent vivre la même expérience luxe aux clients, même quand c'est effectivement devenu digital. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois qu'on en a une. Il y en a une qui arrive. Alors, bonjour, les mesures de visite en boutique de Google sont-elles fiables selon vous? Existe-t-il d'autres solutions tiers? Alors, oui et non. Sur Google, Google s'appuie sur son propre réseau qui est très dense d'utilisateurs mobiles. Donc, c'est ça peut être une bonne première source d'approximation, mais qui forcément présente des limites. Peut-être la réponse à cette question, c'est de dire qu'il n'y a pas de méthode infaillible sur la mesure. On sera toujours sur essayer de trouver le meilleur compromis et la meilleure approximation possible pour pouvoir poser les bons points de repère et prendre de bonnes décisions. Donc, Google, c'est une partie des solutions qui existent. Il y a d'autres solutions qui existent. Euh, des acteurs qui traditionnellement se positionnent sur du partage enfin, de l'identification de clients avec leur propre base de données, surtout pour mesurer de la contribution d'investissement d'investissement média digital dans du trafic en magasin. Mais en fait, ces technologies-là, elles peuvent être tout à fait déployées pour aussi mesurer enfin juste pour identifier les personnes qui arrivent en magasin. Concrètement, les personnes peuvent être suivies par ces entreprises tierces via leur device mobile et donc par mécanique de localisation GPS peuvent être identifiées comme étant passées devant ou à minima proche d'une boutique. Et donc après, on peut faire des rapprochements pour se dire, avec des fenêtres d'attribution, en disant bah, si j'ai un utilisateur qui est venu sur mon site dans les 7 derniers jours et que je constate qu'il est passé dans la boutique, alors je suis en mesure d'approcher le trafic généré en magasin après une interaction digitale. Donc vraiment, la réponse, c'est il y a pas de méthode infaillible, il n'y a pas de méthode qui soit 100% exhaustive et 100% fiable. En revanche, on peut construire des dispositifs de mesure, on va dire les moins mauvais possibles. Et ça se fait souvent de façon ad hoc parce que d'une maison à l'autre, les choses peuvent varier très significativement entre une maison qui peut avoir énormément de trafic en ligne versus une maison qui en a un peu moins, une maison qui a un très gros maillage de magasins versus une maison qui a une petite sélection de boutiques qui fait que bah, il y a des logiques un peu de représentativité des échantillons et des populations qu'on constitue. Et donc, bah, il faut se poser à chaque fois sur le contexte concret, le modèle de la maison, les assets data dont elle dispose, pour après tendre vers la méthode qui nous permettra d'approcher au mieux cette estimation de trafic magasin avec une interaction digitale au préalable. N'hésitez pas si vous avez encore des questions dans le chat. Évidemment, si vous en avez à la lecture du baromètre complet, on est toujours à disposition si vous souhaitez échanger et creuser certains points avec nous. Ouais, n'hésitez pas. C'est évidemment là, on vous a partagé des insights, mais on serait ravi de prolonger l'échange avec vous selon dans votre propre contexte, selon vos propres enjeux. C'est le but. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter. Et écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut
on peut se quitter. On a été ravis de partager ces insights avec vous. On est vraiment content d'avoir mené ce travail parce que ça, je vais pas dire que ça a bousculé nos certitudes, mais ça nous a quand même permis de remettre l'église un peu au milieu du village, en se disant que finalement, l'omnicanalité, c'est pas l'alpha et l'oméga et qu'il faut toujours la replacer dans un contexte d'entreprise plus large. Vraiment, j'insiste, n'hésitez pas à télécharger et à lire le baromètre, il est assez complet, et on va plus loin sur l'ensemble des sujets qu'on a explorés aujourd'hui et vous aurez surtout du très concret, avec des cas de maison, qui peut-être, vous pourrez les considérer comme des cas d'école, on vous laissera juger. Donc n'hésitez pas à regarder ça et encore une fois avec plaisir pour échanger, si vous souhaitiez prolonger la discussion. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ensoleillée. Profitez-en, jusqu'à vendredi, c'est open bar. Merci à tous pour votre présence. Et bonne journée à Bonne fin de tous. journée, au revoir. Au revoir.